Merci, Michel Sylvain. Ma contribution va porter sur l'implication d'un établissement financier, à savoir la Banque de l'Habitat du Sénégal, à la politique de la ville. L'intervention va être axée autour de 4 points. Une présentation sommaire de la Banque de l'Habitat, son cadre d'intervention, ses mécanismes de financement, et on va prendre un cas assez pratique de financement de projets sociaux, vraiment social, qui a eu à concourir à l'émergence de nouveaux quartiers à Dakar. La Banque de l'Habitat du Sénégal, comme son nom l'indique, c'est une banque au capital de 10 milliards de francs CFA qui a été créée en 1979. Son domaine d'activité est le financement de l'habitat de manière générale et l'habitat social en particulier. Sa clientèle est essentiellement constituée de promoteurs privés, de promoteurs publics et de particuliers. En 30 ans d'existence, la Banque de l'Habitat a permis la réalisation de plus de 70 000 logements pour un volume global de financement d'un montant de 20 milliards de francs CFA, soit l'équivalent de 304 millions d'euros, essentiellement destinés à des acquisitions immobilières. Elle a ainsi pu contribuer de manière efficiente à l'émergence de nouvelles villes par le financement des programmes immobiliers qui ont pu impacter positivement sur l'environnement de certains quartiers. La politique de la Banque de l'Habitat consiste à mettre à la disposition des promoteurs privés ou publics des lignes de financement leur permettant d'acquérir des parcelles, de les viabiliser et d'y construire des logements destinés à la commercialisation. Dans cette politique-là, il est important de signaler que les coopératives d'habitat occupent une place primordiale dans le cadre de la réalisation des ensembles immobiliers. En effet, depuis sa création, la Banque a pu mettre à la disposition des coopératives d'habitat un volume de financement de plus de 82 milliards de francs CFA, soit l'équivalent de 125 millions d'euros, avec des taux de crédit et des conditions d'apport préférentielles. Ceci a pu permettre la réalisation de plus de 9 000 logements ainsi que la viabilisation de plus de 2800 parcelles. La réussite des coopératives se justifie par le fait que l'État a eu à mettre un dispositif fiscal assez intéressant qui leur permet d'enregistrer, qui permet aux acquéreurs des projets coopératifs d'enregistrer des actes de vente à un taux réduit, soit un taux de 1%, qui est contenu dans le Code général des impôts et domaines, notamment dans son article 61. Aussi, les projets coopératifs étant des projets sociaux autoliquidatifs sans marge, les coûts de sortie sont très faibles comparés aux coûts de sortie des logements dans le cadre de la promotion immobilière. À titre d'exemple, si on prend un programme immobilier à prestation égale, un logement vendu par une coopérative est 20% moins cher qu'un logement vendu par un promoteur. Il reste entendu que le but d'un promoteur, c'est de générer une marge bénéficiaire dans le cadre d'une transaction immobilière, alors que ce n'est pas le cas d'une coopérative. Parmi les coopératives les plus réussies au Sénégal, on peut citer le cas d'une coopérative qu'on appelle la coopérative militaire de construction, la Comico, qui, sur la base de 4 lignes de financement, a pu contribuer à l'émergence de nouvelles cités. C'est une coopérative qui a été créée en 1985 et qui compte essentiellement des militaires, des gendarmes, des sapeurs-pompiers, ainsi que les personnes civiles de l'armée. Plusieurs projets de cette coopérative ont pu être financés avec le concours de la Banque de l'Habitat. On peut citer un important programme immobilier qui a porté sur la construction de 1666 logements et l'aménagement de 210 parcelles à Yeumbeul, c'est un quartier de la banlieue de Dakar. Le projet a porté sur un terrain d'une contenance superficielle de 60 hectares avec un coût global de financement de la Banque de l'Habitat de 12 milliards, soit l'équivalent de 18 millions d'euros. C'est un projet qui a été réalisé sur 4 ans, qui est présentement terminé. Maintenant, la Comico est en train de réaliser, toujours avec le concours de la banque, un important ensemble immobilier d'un coût global de 28 milliards de francs CFA, soit l'équivalent de 42 millions, qui porte Je disais que présentement, la Comico est en train de réaliser un important programme immobilier qui porte sur un volume de crédit de montant de plus de 28 milliards de francs CFA, soit l'équivalent de 42 millions d'euros, portant sur la construction de 3037 logements et 506 parcelles viabilisées.
C'est un projet qui se trouve dans la banlieue dakaroise, Bambilor, non loin de l'autoroute A-Péage. Il porte sur un terrain d'une contenance superficielle de... Il y a un projet de la batterie. Bon, je vais continuer ça. Je disais que c'est un projet qui portait sur une assiette foncière d'une contenance superficielle de 100 hectares et qui se trouvait dans un quartier de la banlieue dakaroise. Le programme de lotissement comporte essentiellement des logements à usage social ainsi que des équipements. Là, vous avez en fait une idée de la typologie des logements qui vont être exécutés dans le cadre de ce projet. Il y a des parcelles de l'ordre de 506 parcelles, une typologie de logement qui varie des logements type 2 au logement moins standard. Vous vous rendez compte en fait dans le cadre des projets coopératifs. Niveau de revenu variable qui se regroupe pour pouvoir concevoir son projet. Les coopératives militaires étant essentiellement constituées d'hommes de troupes, de sous-officiers, d'officiers supérieurs, vous voyez dans le cadre de la conception du projet qu'il y a vraiment un nombre de logements sociaux plus important. C'est pour permettre aux militaires à faire des niveaux de revenus sur pouvoir acquérir des logements en adéquation avec leur capacité d'endettement. Dans le cadre du lotissement, quelqu'un l'a dit tantôt, vous avez tout ce qu'il y a comme équipement. Il reste entendu que la réalisation des équipements est du ressort de l'État, une fois le projet terminé. Là, vous avez en fait une idée des coûts de sortie des logements. Le logement de type F2, il est vendu à 34 167 dirhams. Le logement de type T3 est vendu à 151 000 dirhams. Et le logement de type F4 est vendu à 185 000 dirhams. Là, vous avez le tableau des superficies qui montre les superficies par type de logement. C'est les conditions, là vous avez les conditions d'acquisition. La banque a mis un dispositif assez important qui permet aujourd'hui aux militaires, avec un niveau de revenu moyen, de pouvoir bénéficier d'un crédit sur la base d'un taux assez réduit de 6% sans pour autant qu'il ait besoin de verser un apport avec une durée de crédit qui peut aller jusqu'à 25 ans. Là vous avez la vue en plan ainsi que les plans de façade qui afférents. Je vous remercie de votre attention. Merci M. Chef Sidibé et M. Babacar Sanediaï qui nous ont exposé un peu le modèle sénégalais en matière de politique de la ville. C'est vrai que là aussi j'ai relevé pas mal de similitudes avec ce que nous faisons au Maroc, sauf que j'ai l'impression que peut-être au Sénégal on est un peu plus avancé, notamment en matière de décentralisation. J'ai l'impression que la décentralisation est beaucoup plus poussée au Sénégal que chez nous. Nous avons suivi également un exemple de projet initié, suivi par une institution financière qui, je pense, peut être similaire à notre CIH, à notre Crédit Immobilier et Hôtelier, qui donc intervient pour financer les projets d'habitat social. Alors, nous arrivons à la fin des interventions. Il est 6h moins 10. Il y a une petite réception qui nous attend. Les organisateurs n'ont pas prévu de pause café, mais c'est à la fin que sera servie cette pause café. Nous pouvons prendre... Alors, il y a beaucoup d'intervenants qui sont partis. Nous pouvons prendre peut-être un quart d'heure maximum. Un quart d'heure. Je suppose que tout le monde est fatigué. Un quart d'heure pour débattre, pour réagir, pour poser des questions. Et je n'hésiterai pas à donner la parole en premier à M. Abouad Fikret, qui est le directeur de l'aménagement du territoire. Il est prévu que je fasse l'intervention, ensuite que je n'en fasse pas,
Maintenant, vous m'obligez à faire une petite intervention rapide. Donc, d'abord, merci pour la présence. Quelques partages de réflexion, beaucoup plus que d'interrogations. Notre ami tout à l'heure de la FNPI, malheureusement il est parti, avait parlé de ce problème de responsabilité des promoteurs immobiliers. Puisqu'on parle de la politique de la ville, il faut distinguer deux choses entre les promoteurs immobiliers de petite taille, qui effectivement n'ont pour mission que la construction d'habitat, mais quand il s'agit de grandes opérations immobilières, il est tout à fait normal, et je dirais même souhaitable, que la notion de quartier, de morceau de ville, soit préconisée beaucoup plus qu'une logique purement habitant. Donc là, j'espère que nos amis promoteurs comprendront parfaitement cela, d'autant plus que très souvent, c'est des grandes opérations réalisées de surcroît sur la base de dérogations urbanistiques. Alors, deuxième réflexion que je voudrais partager avec vous, bien évidemment, c'est que cette grande guerre qu'il y a toujours entre le court terme et le long terme, entre la planification à longue durée et la pression du quotidien et des choses qu'on doit faire tout de suite. Et ça, malheureusement, c'est toujours difficile pour ceux qui défendent le long terme, qui défendent la planification, notamment tous les porteurs de la politique d'aménagement de territoire, mais aussi de l'urbanisme. Il est toujours très difficile pour eux de résister et de pouvoir contrecarrer la fougue, la dynamique de ceux qui veulent absolument faire des choses immédiatement et tout de suite pour régler des problèmes, certes tout à fait compréhensibles, mais parfois au détriment de la vision à long terme. Un autre dilemme très difficile sur lequel je voudrais apporter votre attention, c'est celui de l'intérêt privé, de l'intérêt public. Il est toujours très difficile de défendre l'intérêt public. L'intérêt privé, celui qui est intéressé le défend très bien. Il a les moyens de le faire, il le fait. Par contre, l'intérêt public, il faut vraiment qu'il y ait des gens militants, des gens résistants, des gens de grande conscience professionnelle pour pouvoir le défendre. Ça, c'est toujours... Je dis ça parce que c'est très lié à tout ce que nous faisons. Quand on parle d'immobilier, quand on parle de foncier, quand on parle de ville, automatiquement, il y a des enjeux financiers, des enjeux de richesse et des enjeux d'enrichissement. Et donc, ça, c'est des éléments qu'il faudrait rattraper. Maintenant, pour revenir à des choses plus scientifiques, qui concernent la politique de la ville, bien sûr, l'aménagement territoire est partie prenante. Et nous, en tant que DAT, Direction d'aménagement territoire, nous allons, et j'espère que nous allons pouvoir le faire correctement, après avoir contribué par le passé, ça a été relaté aussi bien par Céline Valérie que par Céline, par la charte, par le SNAP, par l'ESRA, nous allons contribuer par deux études fondamentales. La première, c'est le schéma d'orientation pour le renforcement de l'armature urbaine, ce que nous appelons aujourd'hui le SORO. Peut-être qu'on va faire évoluer l'appellation, mais en tout cas, c'est quoi? C'est tout simplement orienter l'État marocain sur le système des villes. Nous savons aujourd'hui qu'on a à peu près 352 villes de différentes tailles. Ça va de la petite ville de moins de 5000 habitants jusqu'à la mégalopole qui est Casablanca, en passant par l'ensemble de l'armature. Et donc il faudrait quand même qu'on apporte un éclairage et qu'on dise aux décideurs qu'est-ce que nous avons dans ces villes, comment les articuler, quelle vocation, quelle fonctionnalité, comment incorporer les villes nouvelles. Sur les villes nouvelles, nous avons beaucoup de... Bon, ce n'est pas le temps dont on débattre aujourd'hui, il y a beaucoup d'avis là-dessus. Et donc, ce schéma-là sera, on espère en tout cas, un excellent éclairage pour la politique de la ville pour l'avenir. Deuxième étude structurante, c'est la politique foncière. On ne peut pas faire des politiques sectorielles sur le territoire si nous n'avons pas une maîtrise, une visibilité sur le foncier. Je rappelle que beaucoup d'erreurs urbanistiques ont été commises uniquement parce qu'on a suivi l'opportunité foncière. L'État ou même les promoteurs privés ont toujours suivi là où le foncier est facilement mobilisable, là où il ne coûte pas cher. Cette notion de coût cher ou pas cher, elle est très relative parce que vraiment on la calcule en court terme, le coût de l'achat. On oublie que très souvent quand on installe une grande opération, il y a un coût qui se met dans la durée, qui concerne le bien-être des citoyens, la mobilité, l'exclusion sociale, le malaise, bref, tout ça, ça n'a pas de chiffre, ça n'a pas d'équivalent en dirham. Mais en tout cas, cette notion d'opportunité foncière, nous espérons que grâce à une politique foncière bien faite en amont, qu'elle pourrait contribuer par rapport au secteur consommateur de terrain, notamment l'habitat, mais aussi le tourisme, et l'industrie, et l'agriculture, pour que tout ce beau monde puisse se positionner sur une vision globale sur l'ensemble de l'État au niveau de la politique foncière. Donc voilà les deux études majeures que nous avons l'intention de lancer et pour lesquelles nous allons pouvoir contribuer sur l'étage, vous avez vu dans la politique de la ville, il y a 3 étages, il y a le niveau macro, la matière nationale, il y a le niveau ville, il y a aussi le niveau infraville. Donc sur ce premier étage, 2 études intéressantes. Sur le deuxième étage, nous avons amené surtout la notion de démarche territoriale. La démarche territoriale, ça a été rappelé par M. Hizam dans l'expérience de Stat et de Gelida, de belle expérience d'ailleurs, même s'ils n'ont pas
vraiment, ça va aller jusqu'au bout. Il y a eu un sentiment de frustration. Ça, à la limite, on pourra en débattre si vous souhaitez. Mais en tout cas, sur ce niveau-là, la démarche territoriale préconise la notion de planification stratégique à l'échelle de la ville, dans une logique ascendante, intégrée, et bien sûr aboutissant à un contrat entre l'État et la ville. Et ça, c'est un paradigme très fort qui n'est pas facile de défendre. Quand on parle de la capacité des collectivités territoriales, de leur légitimité, de l'absence de leadership, de capacité de ressources humaines et tout ça, très souvent, il y en a qui arrivent à la conclusion que c'est l'État qui doit faire, non pas les collectivités territoriales. Nous, en tout cas, à l'aménagement du territoire, nous croyons à la logique de planification ascendante, basée sur la participation des populations par leurs instances élues, mais aussi par la société civile, pour aboutir à une vision d'ensemble qui pourrait constituer le projet de la ville. Parce que là aussi, la notion de projet de ville, il est très divergente au niveau des compréhensions. Vous avez la notion de l'ingénieur, de l'architecte, de l'urbaniste, du politique, du sociologue, bref. Notre idée à nous, c'est un vrai plan de développement stratégique d'un territoire, qui est en particulier la ville, qui permet à l'État et à la collectivité de conjuguer leurs efforts pour réussir et pour atteindre une vision qui sera élaborée bien sûr avec les participants. Donc voilà quelques idées, quelques réflexions. Ça n'a pas du tout la prétention d'être ni une intervention programmée, ni un commentaire sur ce qui a été dit depuis tout à l'heure. Merci. Merci Sergio Chiclaz pour ce très beau plaidoyer pour l'intégration, pour l'articulation de la politique de la ville avec l'aménagement du territoire. Comme je l'avais dit d'ailleurs au début de ce panel, les origines, je dirais, en tout cas la politique de la ville trouve ses origines philosophiques et conceptuelles dans la Charte nationale de l'aménagement du territoire, puisque ce document qui date déjà de 2002 avait pour la première fois présenté ce concept. Bien, je remets le micro. Alors ça, est-ce qu'il y a des interventions, des questions, des réactions? Question, c'est que je n'ai pas très bien saisi la notion de ce qui est en train de se faire depuis, bien sûr, le référentiel de la politique de la ville, sachant qu'on a parlé maintenant de 40 projets de ville qui sont en train de réfléchir sur la politique de la ville. Il ne faut pas tomber dans cet exercice. Pourquoi? Si nous prenons ce qui a été fait pour les projets urbains, le même raisonnement a été tenu. On a demandé aux agences urbaines de réfléchir sur les projets urbains. Et aujourd'hui, on se pose la question, qu'est-ce qui sont devenus ces projets urbains? La même chose pour ce qui a été développé par Cézanne. Une étude extraordinaire. Frustration, on ne vit que des frustrations, tu l'as très bien dit. On commence, on démarre des chantiers, et puis on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Le plan local de l'habitat, le PLH. Mais il y a eu une mobilisation pour le PLH. Je ne l'ai pas vu dans votre stratégie de politique de l'habitat. C'est des choses qu'on a oubliées, ou c'est des choses dont on n'a plus la mémoire. C'est ça ce qui est important à ce niveau-là. Le second point aussi, c'est tout ce qui a été fait dans le cadre de la rénovation urbaine. Et c'est fondamental. Tout à l'heure, le renouvellement urbain, je suis désolé, ça ne fait pas partie de la rénovation urbaine. C'est une opération urbaine, ça. C'est un projet, comme l'a dit Witi tout à l'heure, qui n'a rien à voir avec la rénovation urbaine. On a pris 400 hectares en tant qu'opportunité foncière, encore une fois, et on est en train de projeter une ville qui va certainement poser, c'est dommage qu'il n'est plus là, le problème de l'articulation avec le tissu maire et surtout les problèmes de mobilité, de trafic et tout ça. Donc, moi je considère qu'il y a ce point qui est fondamental. C'est d'abord, comme nous avons fait le référentiel sur la base du SNAT, sur la base des SDA, sur la base de tout ce qui a été fait dans le cadre de la stratégie du développement de la planification, il ne faut pas oublier ce qui a été fait par l'habitat en tant que projet urbain. C'est fondamental. Parce que c'est de la matière grise. C'est des gens qui ont travaillé là-dessus. On ne peut pas, du jour au lendemain, zapper toutes ces stratégies. Le deuxième point, à mon avis, qui est fondamental, c'est le portage de la politique de la ville. Moi, je ne suis pas d'accord que le portage soit fait au niveau du ministère de l'Habitat. On l'a dit, il y a une contradiction fondamentale qui est en train de se dessiner là. On parle
d'une véritable stratégie au niveau gouvernemental et on arrive chez un sectoriel. C'est pas possible. C'est pas possible. La preuve, c'est que même le comité interministériel qui a été géré à partir de l'habitat auprès du Premier ministre n'a pas fonctionné. Serruiti est là pour le dire. Il y a eu des choses sur la base de ce comité interministériel où il y a le ministre qui s'est déplacé à Temsna, il y a eu des conventions avec les professionnels, les différents ministères, etc. La preuve, c'est que personne n'a tenu ses engagements. Et qui c'est qui en perd? C'est la ville, à ce niveau-là. Donc, moi je crois que le portage est fondamental. Il ne faut pas le laisser de côté. Sachant que j'ai appris qu'aujourd'hui, même au niveau du ministre de l'Habitat, la structure qui s'occupe de la politique de la ville, on l'a mise à côté du secrétaire général. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas une structure qui va pouvoir être viable par la suite. Il suffit qu'il y ait simplement un changement dans l'organigramme de son. Il faut qu'elle soit en part entière. C'est quand même une véritable structure. Moi, je parle d'un conseil général de la ville. Il faut réfléchir à un conseil général qui soit auprès du Premier ministre. On a créé l'INDH. L'INDH, c'est le fonds Hassan II, avec, bien entendu, toute une structure. On a fait les rives de Bougreb. C'est l'agence avec toutes ses prérogatives, y compris ce qui était entre les mains de la commune. Donc, chez nous, j'ai l'impression, dans l'habitat, on reste très, très, très timide. Quelqu'un parlait de timidité tout à l'heure pour les collectivités locales. On est aussi timide que les collectivités locales. Donc, à ce niveau-là, moi, je crois qu'il faut être ambitieux. Quand on parle de politique, il va falloir élever le ton. Il faut arracher un certain nombre de décisions de manière à ce qu'on ne reste pas dans le rêve. On ne reste pas dans la frustration. Et je vous assure que c'est des travaux extraordinaires qui sont en train de se faire. Dans les 4 villes qu'a cité Serruiti, moi je dis que c'est un défi extraordinaire. Qui c'est qui a pu réaliser les 14 000 logements plus 12 000 en cours en 4 ans? C'est impossible. Et quand on voit les opportunités foncières, mais il faut aussi savoir les saisir. Parce qu'en fin de compte, il ne faut pas oublier que ce ministère, il n'a rien. Il n'a pas le foncier, il n'a pas les moyens, il est en train de réaliser des défis. C'est extraordinaire. Quelqu'un qui n'a pas un seul mètre carré en sa position, il faut qu'il attende que le conseil gouvernemental se réunisse pour lui accorder 3000 hectares dans le cadre d'une stratégie globale de politique foncière. Mais il faut faire avec. Les 2 opérations qui ont été citées par Serruiti, heureusement qu'on a profité de cette opportunité foncière, Hayriyad. Sinon, imaginez ce que ça aurait devenu Hayriyad. Ça aurait été les guiches d'Elsmara. Imaginez si on n'avait pas fait l'opération les 400 hectares d'El Hayy Salam, mais ça a devenu le Qaria d'El-Slam. Donc, il faut de l'anticipation. Alors, on est ambitieux, on a anticipé, il y a un programme de 35 villes, et on est en train, sur le plan de la mise en œuvre, de rester timide. Moi, c'est le cri que je lance. Il faut absolument réfléchir sérieusement à la question si on ne peut pas encore vivre dans la frustration, et je vous remercie. Chef général de l'inspection régionale de l'habitat, de l'urbanisme et la politique de la ville à Tanger. Je salue cette initiative donc, du ministère d'avoir comme slogan « Vivre nos villes ». Finalement, nous sommes devant ce dilemme donc, de rendre nos villes vivables. Et je souhaite aussi la bienvenue à nos confrères donc, de Sénégal et de Côte d'Ivoire. Nous, au niveau de la région Tanger-Tétouan, on a une ville nouvelle aussi qui est en train de se construire, d'être donc... voilà, de s'aménager plutôt là. Donc, on invite les promoteurs donc, qui veulent acquérir des îlots à l'instar de Diar Mansour, de venir investir j'allais dire à
à Ashrafat. Deuxièmement, on a un projet similaire à Casa Anfa, celui du port de la ville de Tanger. C'est un parmi deux ports de l'Afrique qui va se convertir en un port de plaisance. Donc c'est un projet en fait d'un gros morceau de la ville qui va s'ouvrir sur la Méditerranée. Voilà. Il y a un pôle urbain aussi des Tota qu'on espère qu'il sera fonctionnel convenablement. Néanmoins, j'ai constaté que le panel sur le panel, il n'y a pas les responsables du ministère de l'Intérieur, de la Direction générale des collectivités locales. D'après mes quelques années que j'ai passées au ministère, on continue toujours, j'espère avoir tort, à raisonner tout seul. Peut-être s'ouvrir sur ceux qui sont en train de fabriquer la ville aujourd'hui. Les CAI, les chefs de cercle, les gouverneurs, les wali. Alors dans ce sens, s'il y a des recommandations au-delà de celles qui ont été exposées par M. Seyd Bey, c'est d'écrire carrément, je ne sais pas moi, un papier ou wali sur ça, parce qu'apparemment, je crois savoir qu'ils n'ont rien reçu sur... S'ils ne cherchent pas dans l'Internet sur les recommandations du bilan du colloque national, je ne sais pas est-ce qu'ils ont reçu quelque chose sur la politique. Merci beaucoup. Merci. J'ai oublié de dire que nous avons un rapport. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, et rapidement par Monsieur le directeur de l'aménagement du territoire, et qui portait sur la communication du monsieur de la Fédération des promoteurs immobiliers, malheureusement qui est parti, mais communication aussi qui a été plus ou moins, en tout cas, défendue par le monsieur de Tamesna, quand il parlait justement des équipements au niveau de la ville. Alors, il a essayé de distinguer donc, au niveau de la ville le rôle de l'État qui doit quand même organiser la ville en réalisant les équipements et le rôle du promoteur qui est lui de fabriquer des logements. Et c'est là où j'ai des difficultés en réalité de compréhension. Parce que quand on produit des logements, c'est pour loger les populations. Loger les populations, c'est créer un cadre de vie. Or, ce cadre de vie, c'est quoi? C'est à la fois les populations et les équipements, si minimes soient-ils ces équipements. Et chez nous, c'est ce que nous appelons les équipements de base. Et nous pensons que donc, pour ces genres de promotion immobilière, de promoteurs en tout cas qui doivent réaliser ces genres de cités, en tout cas de cette nature, il y a quand même lieu de réaliser ces équipements de base. Les équipements de base qui se passent, qui partent depuis les équipements culturels, que ce soit l'église ou la mosquée, l'école élémentaire, l'école maternelle, le commerce, et là je ne parle pas du grand marché, mais ce petit commerce, il faut être une boutique, et ce que je pourrais appeler le cabinet médical, pour ne pas parler de dispensaire ou centre de santé, qui est du ressort de l'État. Alors, parallèlement à ces équipements de base, effectivement, il y a ces missions régaliennes de l'État qui doit assurer la sécurité des personnes. C'est d'abord ces postes de sécurité. Ça, il va sans dire que c'est à l'État de créer, de construire ces sites. Mais c'est à l'État aussi de créer ces équipements qu'on appelle, nous, des équipements structurants, qui relient justement ce cas qui est fait par le promoteur et l'autre fait par l'autre promoteur. On doit avoir maintenant des équipements polarisateurs. C'est quoi? C'est les lycées, c'est ce marché, c'est ces grands équipements, en tout cas structurants, pour tout dire. C'est de stades, ainsi de suite. Donc, pour dire que c'est vrai, d'un côté, il y a les missions de l'État en termes de réalisation, en tout cas, d'équipement, mais le promoteur aussi a un rôle qui consiste aussi d'accompagner les logements par la réalisation d'équipements de base. D'autant plus que lui, en tant que commercial, j'allais dire, parce que c'est pour gagner de l'argent. Or, avec ces équipements de base, il peut générer des recettes. Parce que le petit commerce, c'est un équipement qui peut
vendre à un commerçant qui peut prendre effectivement le bâtiment pour faire ce